Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, fracture française, comment recoller les morceaux ? C'est une colère qui vient de loin, nous dit l'éditorialiste du Figaro. Une colère froide, brutale, sans nuance ni merci. Comment en est-on arrivé là, se demande Le Monde en une, quand Libération énumère les mots qui ont contribué au score inédit du Front National, à savoir l'impuissance publique et le désespoir populaire. Le score élevé du FN au premier tour des régionales avait été annoncé par les instituts de sondage et les précédents scrutins. Il n'en constitue pas moins un nouveau choc politique qui confirme le rejet des partis traditionnels par une frange de plus en plus imposante de l'électorat. La France ne semble plus vivre aujourd'hui qu'au rythme des secousses les plus violentes, lui ayant évidemment été administrées lors des attentats de début janvier de la mi-novembre, attentats venus de l'intérieur, ce qui ajoute encore au traumatisme. Et puis il y a des secousses plus diffuses parce qu'enracinées dans le corps social, la crise, le chômage, les inégalités. Autant de raisons d'être profondément pessimiste, même si le pessimisme ne fait pas une politique. Alors, fracture française, comment recoller les morceaux ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, deux invités ce soir. Malika Sorel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration, le HCI, qui a été dissous, je crois que c'était en 2012. Non, ça n'était pas en 2012, c'était plus récent que ça. Oui, c'est un peu plus récent. Vous publiez chez Fayard Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ? C'est donc chez Fayard, Témoignage de l'intérieur, publication qui date d'il y a seulement quelques jours de cela, livre dans lequel vous expliquez que les problèmes de la France viennent essentiellement de ses élites et en particulier des politiques qu'elles ont menées en matière migratoire. Pour discuter avec vous, Jean-Paul Delevoye, bonsoir. Bonsoir. Ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Je dis ancien, là aussi c'est extrêmement récent puisque vous l'étiez encore il y a quelques jours. Vous étiez auparavant médiateur de la République. Vous avez une longue carrière politique. Vous avez pratiqué quasiment tous les mandats. Député, conseiller régional, maire. Vous étiez maire de Bapaume dans le Pas-de-Calais jusqu'en 2014. Vous avez été par ailleurs ministre de la fonction publique. Je ne cite pas tous vos mandats. Par contre, je vais citer une phrase que j'ai tirée d'une interview que vous aviez donnée à Rue 89. C'était en novembre 2013. Et vous disiez ceci, Jean-Paul Delevoye: Marine Le Pen est le thermomètre qui donne la température de l'insuffisance de l'offre républicaine. Est-ce que le score élevé du Front National au lendemain de ce premier tour des régionales est le signe que l'offre républicaine est de plus en plus insuffisante pour vous ? Alors j'attire votre attention que dans le monde entier, les forces anti-système sont actuellement en train de se mettre en place et engendrent d'ailleurs la même réaction. Ceux qui sont dans le système trouvent inconvenant qu'on ose les critiquer, sont totalement perturbés. Regardez ce qui se passe en Espagne, au Venezuela, dans les pays, même aux États-Unis. Et c'est quelque chose de totalement fascinant. C'est sur l'ensemble de la planète que nos systèmes démocratiques en crise sont en train de contester les gens qui gèrent le système. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des gestionnaires, on n'a plus de visionnaires. Donc c'est plus une crise démocratique qu'une crise des valeurs républicaines ? Non, c'est une crise même d'une disparition brutale des espérances collectives. Nous avons quitté, il n'y a plus d'idéologie politique. Les ultralibéraux, l'autorégulation du marché, plus personne n'y croit. C'est l'explosion des inégalités. 1% de la population mondiale possède 50% de la planète. Et 40% des Américains pensent qu'ils ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de $400 par mois. Ce qui est d'ailleurs la même problématique en France. Et puis l'idéologie des gens de gauche, la relance keynésienne, on n'a jamais eu autant de liquidité monétaire et la croissance ne redémarre pas et elle ne crée pas d'emploi. Et donc aujourd'hui, cette brutale disparition des espérances collectives donne un champ très important à la gestion des peurs. Et nous avons aujourd'hui des partis populistes qui gèrent les peurs et des partis dits républicains qui gèrent des espérances qui se réduisent. Et on est étonné que l'opinion, aujourd'hui, qui est en survie sociale, qui ne croit plus en rien, elle est prête à croire en tout et on se sert de Madame Le Pen comme un moyen de changer la classe politique. Et je n'ai jamais eu, depuis 10 ans, où je n'ai jamais critiqué un électeur du Front National,
J'ai simplement demandé à chaque fois aux responsables de gauche ou de droite de dire mais quelles sont les raisons pour lesquelles cet électeur vous a quitté pour aller ailleurs. Je n'ai jamais entendu un responsable d'un parti politique accepter de reconnaître qu'il était responsable de cette montée du Front National, tout simplement parce que le décalage qu'il y avait entre ce qu'il promettait et ce qu'il a réalisé était aujourd'hui à la hauteur de l'insatisfaction exprimée. Malika Sorel, vous constatez le même décalage ? Oui, absolument. C'est ce que j'ai décrit dans mon ouvrage que vous avez cité. Il y a malheureusement la disparition de véritables élites. C'est-à-dire que, à mes yeux, et pas simplement à mes yeux à moi, une véritable élite, c'est une élite qui est capable de se projeter, qui est capable d'élaborer une vision et qui ne se met pas dans une situation de voiture balai. C'est l'expression que j'utilise, c'est-à-dire une élite finalement qui arrive lorsque les problèmes s'étalent déjà au grand jour. Et là, souvent, il est trop tard pour résoudre les problèmes les plus compliqués, ceux qui sont la conséquence d'un certain nombre de phénomènes complexes. Et là, effectivement, nous avons un grave problème en termes de... On pourra en discuter de pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu une véritable élite, parce que j'estime pour ma part, et je l'ai suffisamment développé, que nous avons également une part de responsabilité, c'est-à-dire Quand vous dites nous, c'est-à-dire qui, nous ? Les peuples ont une part de responsabilité, c'est-à-dire que nous n'aimons pas que l'on nous montre les difficultés. Donc tant que les difficultés, nous ne les vivons pas au quotidien, nous préférons les ignorer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont une accumulation depuis le début des années 80. Beaucoup de Français sont confrontés à ces difficultés dans leur quotidien et donc ils veulent une réaction, et une réaction brutale. Et tout cela avait été largement anticipé par Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique. Donc c'est vraiment un phénomène qui touche la plupart des peuples démocratiques. Nous sommes dans une situation où les principes d'égalité amènent au fait que tout le monde pense tout savoir sur tout. Donc tant que la personne n'a pas devant ses yeux quelque chose, elle ne veut pas croire et ne veut pas entendre les alertes. Marine Le Pen, aujourd'hui, n'incarne pas ou ne pourrait pas incarner ce renouvellement des élites. Et pour reprendre les termes de Jean-Paul Delevoye, le Front National ne répond-il pas à justement cette espérance collective qui semble faire défaut dans les partis traditionnels ? Je distinguerai deux choses. L'espérance collective, pour ma part, elle existe. Elle a été bafouée par les élites politiques qui sont désolidarités de leur propre peuple. Et ce n'est pas du tout... Alors, moi, je parle pour les sujets que j'ai eu à traiter dans le cadre de mes missions. Ce n'est pas du tout une situation que l'on peut circonscrire à la France. Elle concerne tous les peuples qui ont accueilli une forte immigration en provenance de sociétés avec des cultures extrêmement éloignées des cultures des Européens. Ou de l'Occident de manière générale. Donc il y a une espérance collective, c'est l'espérance de progrès, il y a un certain nombre d'acquis pour les Européens qui étaient là, la liberté individuelle, le libre arbitre, la liberté de conscience, l'égalité homme-femme, la fraternité qui dit tous les hommes et non pas en fonction de leur appartenance religieuse. Et pour nous les Français, mais c'est le cas pour beaucoup de pays, même s'ils ne l'expriment pas avec ce même terme, la laïcité, c'est-à-dire l'instauration d'une hiérarchie entre le politique et le religieux. Et autre chose, ce à quoi nous avons à faire face aujourd'hui, c'est le fait que le peuple utilise le vote lepéniste pour chasser les élites en place de la même manière que depuis début des années 80, il utilise le balancier pour chasser la gauche, la droite, puis la droite, la gauche. Aujourd'hui, il ne croit plus en ces élites et il souhaite, pour moi, une majorité de ce vote-là n'est pas un vote d'adhésion, contrairement à ce que pense la famille Le Pen, c'est un vote pour, entre guillemets, dégager les élites actuelles. Jean-Paul Delevoye, ça n'est pas un vote d'espérance, c'est un vote de désespérance. Je voudrais juste citer, je ne vais pas faire beaucoup de citations dans cette émission, mais je trouvais qu'il y avait une interview qui est intéressante aujourd'hui dans Libération. C'est l'historien Nicolas Lebourg qui dit ceci à propos du Front National. Le FN n'a pas, comme on peut le dire, un discours de haine, mais désormais d'unité. Voter pour l'extrême droite représente pour ses électeurs un changement de vie, un espoir. On est dans l'espérance, là, dans ce qu'il dit. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 40 ans, nous avions un rêve qui consistait à dire que la performance économique prônée par les politiques de droite et de gauche allait engendrer la performance sociale et la performance environnementale. Tout ça est en train de se fracasser sur une réalité. Et j'ai encore en tête
le discours que tenait Esther Duflo, la Française qui conseillait M. Obama, lorsqu'au Conseil économique, elle venait dire, à propos de son livre « Repenser la pauvreté », on ne défend la valeur de la République que quand on a le ventre plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays, c'est plus dur d'être pauvre dans un pays riche que dans un pays pauvre. Et nous sommes aujourd'hui avec une diminution de la pauvreté, mais une augmentation de la misère, avec la diminution de la solidarité. Deuxième élément, nous avons une classe politique qui, à partir de Giscard, a préféré perdre des citoyens, mais gagner des électeurs. Et donc, on a une espèce de concours de séduction où on a quitté le champ des convictions. On était de droite, on était de gauche, on était communiste, on était gaulliste, pour être dans celui des émotions. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de politiques réactionnaires qui réagissent à l'émotion, qui gèrent les émotions, et pas de visionnaires. Et on a beaucoup de gestionnaires. Or, la différence entre un manager et un leader, c'est que le manager, il gère un problème, le leader, il donne envie. Et aujourd'hui, on n'a plus de politique qui donne envie, comme c'était le cas de Jacques Delors ou de Simone Veil pour l'Europe. Mais attendez, si on est politique et qu'on réagit aux émotions, c'est donc qu'on va répondre à ces émotions en donnant ce que les gens attendent. Or, manifestement, il y a une forte déception des électeurs par rapport à la classe politique. C'est bien qu'ils n'ont pas ce qu'ils attendent. Alors, j'allais revenir à cela. On a peu de sociologie dans les analyses politiques. On a à chaque fois des sondages, on veut tout paramétrer. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et on a eu les mêmes mouvements dans les mouvements populistes des années 1930. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de gens qui espèrent et qui croient en eux-mêmes, qui ne croient plus au collectif, donc ils ne croient plus en rien. Et quand ils ne croient plus en rien, ils sont prêts à croire en tout. Mais en même temps, on a aujourd'hui non pas des gens qui sont malheureux, on a des gens qui sont humiliés. C'est-à-dire que quand vous êtes à Bac+7 payé au SMIC, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Quand vous êtes viré à 40 ans sans alternative, vous êtes humilié. Quand on vous dit à 55 ans que vous êtes trop vieux, vous êtes humilié. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une humiliation dans le cœur d'un homme? Vous y mettez les terreaux de la violence qui soit le détruisent, soit détruisent le système. Et aujourd'hui, ce qui est en marche avec l'offre du courant de Madame Le Pen, c'est qu'elle redonne une fierté à ces hommes et ces femmes qui se sentent humiliés dans leur quotidien, en leur disant, grâce à moi, vous allez secouer les trônes sur lesquels sont assis les partis classiques depuis, etc. Quand je n'existe pas en tant que jeune et que je me tape un représentant de l'autorité, j'existe. Et donc aujourd'hui, il y a une forme de libération d'une fierté d'exister parce que c'est la révolte des oubliés, la révolte des humiliés. Et on le voit avec les paysans qui sont un peu éloignés, avec la disparition des services publics. Nous avons aujourd'hui besoin absolument de retrouver un champ d'espérance collective sur des espérances individuelles. Ça devrait passer par l'éducation, etc. Donc faire aujourd'hui que Madame Le Pen, et c'est un des dangers sur lesquels nous devons être absolument attentifs, quand vous entendez les discours de Marion ou de Madame Le Pen, vous entendez qu'elles expriment le renouveau démocratique, le renouveau de la jeunesse, avec un seul slogan, virer les partis anciens. C'est ce qui est en train de se passer sur l'ensemble de la planète. Les partis anciens n'ont pas compris aujourd'hui que les idéaux sur lesquels ils se fondaient ont disparu et que les systèmes économiques sont en train aujourd'hui de nourrir un capitalisme qui n'est plus régulé et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 158 familles qui financent les campagnes démocrates et républicaines et que l'opinion, dans son bon sens, a compris que s'il n'y avait pas un rééquilibrage entre le fort et le faible, eh bien c'est tout notre idéal républicain qui est en cause. Malika Sorel. Oui, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est une situation qui est un peu complexe et elle est devenue de plus en plus compliquée parce que nous ne l'avons pas traitée. Et j'ai bien entendu, vous en avez parlé récemment, le fait que le CNRS avait lancé une étude pour tenter de comprendre comment en est-on arrivé là. Et ça m'a beaucoup marqué. Un appel à la communauté académique pour dire voilà, aidez-nous en fait à comprendre ce qui est en train de se passer dans la société française. Alors ceci dit, la communauté universitaire, pour moi, a participé à l'aveuglement, a participé à l'intoxication des masses. C'est-à-dire que depuis le début des années 80, la communauté universitaire dans sa globalité, et elle fonctionne de manière assez fermée et sectaire, contrairement à d'autres pays, n'a pas souhaité ouvrir le champ de la réflexion. Il y avait une façon de réfléchir, il fallait absolument s'y coller, il était interdit d'y déroger. Donc tout ne devait être qu'une question socio-économique et nous n'avions pas le droit, et des personnes comme Hugues Lagrange en ont fait les frais, de dire qu'aujourd'hui, en raison d'un certain nombre de paramètres que M. Delevoye vient d'évoquer, nous sommes également dans une ouverture totale
des frontières. Nous mettons en temps réel, en connexion directe des populations qui ne partagent pas nécessairement les mêmes fondamentaux et que, comme l'avait anticipé là aussi Claude Lévi-Strauss, ça ne se passerait pas nécessairement bien. Oui, quand vous dites que la communauté académique n'a pas ouvert le champ de réflexion, vous voulez dire sur la question de l'immigration. Sur la question de ce qui taraudait le peuple français. Et qu'est-ce qui taraudait le peuple français? C'était quoi? C'était son identité? Absolument. Et ça ne date pas du refus de dialoguer, de discuter de l'identité nationale qu'avait souhaité Nicolas Sarkozy et aussitôt refermé parce que ça avait été rejeté. Il y a un malaise et ça s'était senti dès le début avec la marche des beurs, le fait qu'il y avait une partie de la jeunesse qui ne se sentait pas française et au lieu d'accepter, de regarder ce qui se produisait, on a préféré considérer que l'être humain était réductible à son corps et que quand les migrants se déplaçaient, seul le corps se déplaçait et non pas leur système de principes et de valeurs. Et on leur a menti. C'est ça qui est très grave. C'est qu'on leur a dit, voilà, on vous donne les papiers français, vous êtes français. Mais oui, mais il y avait une communauté nationale française qui a hérité d'un long héritage et qui ne voyait pas ça du même œil. Parce que pour les Français, et c'est la même chose, moi j'ai vécu en Algérie, c'est la même chose pour les Algériens, vous ne pouvez pas simplement, en étant né sur le territoire algérien, prétendre à l'identité algérienne. Donc là, il y a une incompréhension et qui ne va pas être levée de manière si simple parce que les phénomènes de dissonance identitaire dont j'ai parlé dans des précédents ouvrages sont des phénomènes qui sont redoutables. Alors, puisqu'on parle d'identité nationale et juste avant de redonner la parole à Jean-Paul Delevoye, je voudrais juste, pour mémoire, vous faire réentendre une voix de quelqu'un qu'on a un petit peu perdu de vue depuis. Nous sommes fin novembre 2009. Il est ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Et il lance justement cette idée qui a été préconisée par Nicolas Sarkozy de débat sur l'identité nationale. Il s'agit d'Éric Besson. Nous interrogeons sur l'identité nationale. Tout le monde le fait. Pourquoi ce serait tabou en France? Simplement parce que quelques dirigeants du Parti socialiste ont réagi vivement en disant qu'ils n'y participeraient pas. C'est pas grave. C'est la première fois qu'un grand pays associe immigration et identité nationale, reconnaissent l'apport de l'identité nationale, enfin de l'immigration à l'identité nationale. Si vous lisez les communiqués de Jean-Marie Le Pen, depuis une semaine, je suis sa cible privilégiée. Ça me réjouit par certains côtés, puisque je me dis, tiens, il a peut-être compris qu'on va lui piquer définitivement un certain nombre de valeurs qu'il croyait s'être attribuées et qui ne sont pas des valeurs qu'il devrait naturellement porter. Ah, c'était il y a 6 ans. Jean-Paul Delevoye, est-ce que ça a été un rendez-vous manqué? Et est-ce qu'il y a eu une forme de faute de la part des élites politiques que de vouloir évacuer, en tout cas une partie des élites, cette discussion sur d'éventuelles fractures identitaires au sein de la société française? Il y a un débat qu'a soulevé Mme Sorel et qui rejoint cela. La France ne sait plus débattre. On considère le débat en France comme un combat pour terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Et non pas quel chance j'ai de pouvoir débattre avec Mme Sorel pour m'enrichir de sa différence. Donc si nous ne retrouvons pas le sens du débat, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les citoyens sont en train de dire, puisque vous ne nous écoutez pas, eh bien on prend Mme Le Pen parce qu'elle pose les questions qu'on a envie de poser et auxquelles vous ne souhaitez pas répondre. Deuxième élément, ce que vous avez très clairement indiqué dans vos ouvrages et qui mérite d'être débattu, c'est qu'à partir du moment où la France stigmatise la différence. Nous sommes un pays d'ingénieurs. Et on met tout le monde dans des cases. Et c'est confortable. Vous êtes handicapé, vous n'êtes pas handicapé, vous êtes chômeur, vous n'êtes pas chômeur. Et on a mis les cases de caractère ethnique. Vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes asiatique, etc. Et au nom de ces normes, on a mis en place des politiques qui avaient tendance à gérer la normalité, c'est-à-dire celui qui est différent. Et avec cela, on a mis une forme de ce que j'avais appelé le racisme social. Vous parlez de stigmatisation de la différence, on pourrait parler de promotion de la diversité, ce qui n'a pas ce qui est peut-être finalement c'est plutôt la ce même que nous chose. avons fait ces dernières années, mais c'est beaucoup plus la promotion de la diversité au détriment de l'hétérogénéité. Oui, et au détriment du respect des principes et valeurs du peuple français. Et si nous parlions depuis le Japon, je dirais au détriment du principe et valeurs des Japonais, parce qu'il ne faut pas détacher le peuple de son territoire. La terre a une histoire. Voilà. C'est ça, et donc je pense qu'on a eu un double phénomène. C'est-à-dire que comme on a eu peur en France
de revendiquer qui nous étions, notre propre culture, nos propres racines. Rappelez-vous, après 68, on n'osait plus parler du drapeau français, de ce que représentait. Quand vous avez en mésestime de soi, ce qui est le cas, malheureusement, du tout le système éducatif qui a tendance à valoriser vos échecs et non pas à valoriser vos talents, et qu'en plus, vous êtes en quête d'identité, qui suis-je dans cette société? Vous êtes forcément en conflit potentiel avec l'autre. Et comme on a perdu le sens de l'autre, c'est-à-dire que les vrais défis, Hannah Arendt avait déjà dit, c'est les défis de l'intériorité, qui je suis à l'intérieur, quelles sont mes propres convictions, et le défi de l'altérité, c'est-à-dire je rejette l'autre, donc ça veut dire que je ne m'accepte pas moi-même. Et donc on a créé, depuis 20 ans, tout ce qui est aujourd'hui en train d'émerger, des phénomènes de violence anti-autre, celui qui est différent. Et aujourd'hui, la mécanique dans laquelle nous sommes est une mécanique totalement explosive parce que tous les principes auxquels nous croyons, où est la mixité sociale? C'est la cohabitation de populations turques, de populations asiatiques, parce que les gens se regroupent. Où est l'échec de la qualité des chances? Plus personne n'est droit à l'égalité des chances. On a des classes avec des gens d'origine à peu près identiques, mais qui ne sont plus dans la capacité de se mixer. Vous disiez l'insertion doit être obligatoire, et on voit bien que l'assimilation ne peut pas l'être. Donc on voit bien qu'au lieu de faire comme les Allemands l'avaient fait, de faire le Volk allemand à partir des identités qui fondent dans un moule collectif, mais avec une participation, la France a toujours considéré l'autre comme un contre-pouvoir et a récusé le contre-pouvoir. Donc, en fin de compte, au nom de politiques soi-disant généreuses et avec des débats que nous n'arrivions pas à avoir entre l'opposition et la majorité, on a créé en fin de compte des forces antinomiques au sein de notre propre société qui peuvent amener une radicalisation politique, une radicalisation sociale, peut-être même une radicalisation religieuse. Vous dites, Jean-Paul Delevoye, on a perdu le sens de l'autre, mais quand je vous lis Malika Sorel, j'ai plutôt l'impression que vous faites l'analyse inverse, qui serait de dire on a trop cherché le sens de l'autre et pas assez le sens de nous-mêmes. Alors je dis nous-mêmes dans ce qui serait ces Français de souche, parce que c'est une expression que vous utilisez à plusieurs reprises dans le livre, ou Français par opposition aux Français non français, c'est-à-dire en gros les... Non culturellement français. Voilà, c'est-à-dire des Français d'origine immigrée, ce qui est une façon d'ailleurs d'instaurer de la division au sein de la société française. Non, pas la totalité. Je dis, il y a aujourd'hui, malheureusement ça a été instauré, effectivement, on a demandé aux Français, culturellement français, de s'effacer au nom de la différence. C'est ce qui s'est produit ces dernières années. C'est-à-dire qu'en France, ça n'a pas toujours été le cas. La France avait un modèle d'intégration culturelle qui était basé sur ce qu'Ernest Renan avait écrit dans Qu'est-ce qu'une nation? C'est-à-dire qu'on accepte de se fondre, finalement c'est la fusion des populations, on accepte un certain héritage, un leg indivi, on accepte... Il disait même que pour pouvoir former une nation, il faut en passer par le nécessaire oubli des pages sombres de l'histoire. Et qu'a-t-on fait depuis le début des années 80? On a cessé de rappeler que la France était coupable de tous les maux, que la France était coupable de la colonisation, que tout ce qui se passait était la conséquence de tout cela, et qu'il fallait justement regarder l'autre comme étant différent, alors que le modèle d'assimilation français, à l'opposé du modèle multiculturaliste anglo-saxon que nous épousons aujourd'hui et dont nous payons les conséquences. Donc nous devions regarder l'autre comme quelqu'un différent. Monsieur Delevoye, vous avez raison, vous avez parlé du fait que l'éducation nationale, au fil des ans, n'a plus joué son rôle. Et j'en veux pour preuve les confessions d'Alain Viala dans le débat en 2005. Il avait dirigé la réforme des programmes de français en 2000 et il disait que nous avions adapté la transmission de savoir de la langue française et des grands textes parce qu'il y avait arrivé de nouvelles populations qui ne maîtrisaient pas le français. Au point, et c'est là qu'on a un petit peu de mal à vous suivre, Malika Sorel, que vous dites que les populations, alors soit les étrangers, soit les populations, les Français d'origine immigrée, seraient aujourd'hui beaucoup mieux servis que les Français, oui, toujours pour reprendre votre expression. Absolument, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, ça part d'un bon sentiment. On se dit, les personnes qui viennent de l'immigration sont beaucoup moins favorisées, ce qui est le cas, puisque elles proviennent de pays, de strates de la société d'origine qui sont en général plutôt inférieures. La plupart des enfants ont des parents qui sont analphabètes, il faut les aider, il faut leur faciliter l'existence. Et on en est arrivé à introduire la discrimination positive qui nous vient des États-Unis et qui contrebalance le mérite républicain. Donc oui, je maintiens aujourd'hui, et ça aussi, c'est dramatique parce que ça institue le ressentiment. À partir du moment où, pendant 30-40 ans, vous répétez à des enfants de l'immigration, contrairement à ce qui avait été dit aux présentes générations de l'immigration, où là on leur disait, vous avez, c'est vrai, des handicaps
plus que les autres, vous allez devoir vous battre et vous y arriverez et on vous donnera les mêmes grands textes littéraires. À partir du moment où vous leur dites en permanence, alors qu'ils viennent de sociétés culturellement éloignées, j'insiste sur ce point, c'est très important, et puis des populations, pour une partie qui venait des pays anciennement colonisés, c'est la faute de la France et des Français, vous semez les graines du ressentiment et c'est catastrophique. Ensuite, on ne peut plus vivre ensemble. Aujourd'hui, une partie de cette jeunesse-là est convaincue que les Français ne veulent pas d'eux et ça crée les phénomènes de radicalisation que nous observons. J'ajouterai un dernier point, si vous permettez. Nous ne pouvons pas dissocier la France, et là où c'est une erreur de la communauté universitaire, de l'environnement géopolitique. La plupart des pays dont sont originaires les immigrés venaient de sociétés qui étaient, depuis l'époque de Gamal Abdel Nasser en Égypte, dans un retour au fondamentalisme religieux. Et ça a de son importance, ce paramètre. Jean-Paul Delevoye, comme ancien médiateur de la République et président du CESE, est-ce que d'abord vous avez constaté que ces fractures qu'il pourrait y avoir entre français, pareil, je suis assez mal à l'aise, je vous avoue, avec ces appellations. Culturellement français, voilà, de culture comme française. Dit Malika Sorel, et puis les Français d'origine étrangère, et des équilibres qui se feraient aujourd'hui au profit de ces Français issus de l'immigration. Est-ce que tenir ce discours-là, ça n'est pas contribué justement à aggraver les fractures françaises ? J'avais à l'époque, en tant que médiateur, découvert une société française beaucoup plus fragmentée que je ne l'imaginais. Et avec une précarité que je n'avais pas soupçonnée à ce niveau-là, puisque j'avais indiqué que plus de 6 ou 7 millions de Français, à la fin du mois, étaient à 50 ou 150 euros près par mois. Et ça, c'était des fractures économiques et sociales. C'était des fractures économiques et sociales, et en même temps, c'était la remise en cause de toute une série de principes qui avaient construit ces espérances de la nation française. C'est-à-dire que les nations se construisent et se soudent par des souffrances, comme par la guerre, etc. Et je voyais la nation se déchirer par les souffrances du quotidien. C'est-à-dire que je vois bien qu'aujourd'hui, quand vous avez l'huissier, la fin de mois qui est compliquée, quand vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Et ce que je voyais, c'est qu'effectivement, à partir du moment où nous sommes en bord de rupture de ce qui a fait la force de la France. Nous sommes au bord d'une rupture de relations transgénérationnelles. Si nous n'arrivons pas à montrer à nos jeunes la confiance qu'il faut avoir dans un système de retraite, ils finiront par contester la retraite dont ils pensent ne pas pouvoir bénéficier. Si demain, ce qui a fondé après la guerre, avec le Conseil national de la résistance, la solidarité d'une assurance maladie où ceux qui sont bien portants payent pour ceux qui ne sont pas bien portants, et si demain on va remettre en cause tout cela. Et je voyais se fonder très naturellement, mais à l'échelon de la planète, la disparition de la lutte des classes pour voir réapparaître la lutte des identités. Et je vois apparaître quelque chose qui est nouveau sur la planète, c'est que nous pensions que l'industrialisation allait amener la sécularisation et donc amener la laïcité un peu partout. Or, la France est un des pays qui devient quasiment un des seuls à préserver cette notion extrêmement importante de la laïcité. Je vois le phénomène religieux monter partout dans le monde avec ses frontières identitaires et la lutte contre les frontières identitaires est bien plus difficile contre la lutte des classes. Oui. Et c'est quelque chose d'assez fascinant parce que la chute du mur de Berlin laissait espérer un monde nouveau et nous voyons sans arrêt émettre des murs. Et au moment où la circulation des capitaux, des hommes, des idées, des marchandises est absolument possible à l'échelon de la planète, nous voyons des murs s'ériger pour empêcher la misère des hommes de perturber ceux qui sont dans le confort. Nous voyons la propagation des idées. Et on continue à vouloir remplir les têtes de nos enfants de connaissances plutôt que d'éveiller les consciences. C'est une erreur absolue. Il y a un esclavage moderne qui est sur nos yeux en train de se construire avec des enfants qui vont être complètement manipulés par des émotions fabriquées par d'autres, par des images fabriquées par d'autres. Et l'on voit bien que ces repères identitaires sont des choses qui sont en train de... Moi, ça m'interpelle parce que on me dit qu'un certain nombre de personnes d'origine étrangère sont les premières à adhérer à Madame Le Pen en disant « protégez-nous des étrangers qui arrivent ». C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène où ça n'est même plus des frontières ethniques. On a dans un certain nombre de départements des gens qui refusent l'autre pour ne pas remettre en cause leur propre confort. Donc qu'est-ce qu'il faut répondre à ces personnes-là ? Il faut leur dire n'ayez pas peur d'une société beaucoup plus ouverte, et c'est ça l'avenir ? Je ne pense pas que sur la compréhension ne peut pas apporter... Je suis d'accord avec vous sur le multiculturalisme. Faisons attention. La France, la nation ne peut pas être une cohabitation d'identités différentes. C'est impossible. C'est quelque chose qui doit être au contraire quelque chose qui nous transcende et qui accepte avec nos différences de partager pour des idéaux collectifs auxquels nous devons contribuer. C'est-à-dire que si vous arrivez avec votre paquet culturel que vous ne pouvez pas
perdre. Ça fait partie de vous-même. L'identité n'est pas quelque chose qui est fixe. On se construit ses propres identités. Si vous avez un enfant qui va vivre 5 emplois dans 5 pays différents, qui va vivre 5 pays différents dans un emploi d'une entreprise multinationale, il aura forcément une identité, etc., parce qu'il sera marqué par tous ces passages. Mais il gardera les fondamentaux de sa culture. Ce qui a été aujourd'hui absolument critiquable, c'est un débat qu'on n'arrive pas à avoir, c'est qu'il n'y a pas d'un côté quelque chose, une identité qu'on peut mettre sur la table et que pas du tout. Donc aujourd'hui, nos politiques sont perdues parce que nous sommes en face de sentiments qu'ils ne maîtrisent pas, parce que l'homme est ainsi fait. Lévi-Strauss avait très clairement indiqué aujourd'hui la force des peuples, et Tocqueville l'avait indiqué. Quand les peuples sont confrontés à des difficultés, ils sont comme les hommes. Il y a ceux qui s'effondrent et ceux qui se redressent. Nous sommes dans un moment extrêmement fragile où notre société peut s'effondrer devant les difficultés qu'elle a, économiques, sociales et culturelles, ou au contraire se redresser. Malika Sorel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Notre société aussi peut entrer dans des conflits multidimensionnels parce que ce qui s'est produit, justement, c'est le fait qu'il y a eu un refus de comprendre ce qui se passait. Vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est pas la faute des immigrés que d'avoir profité d'une situation qui leur était offerte. Vous, votre cible, vraiment, ce sont les élites politiques. Enfin, politique, pas seulement d'ailleurs, médiatique aussi, on en prend aussi un peu pour notre grade. Qui avaient, j'ai parlé aussi des élites de commandement, c'est-à-dire celles qui avaient la capacité d'influencer sur la trajectoire et qui ne l'ont pas fait quand il était encore temps. Mais ça aurait été quoi quand il était encore temps? Est-ce que ça aurait été de dire, par exemple, on arrête l'immigration? Est-ce que c'était ça? Ça aurait été, on réforme le code de la nationalité. J'ai écrit cela il y a quelques années et je n'étais absolument pas, pour ma part, précurseur. Lorsque vous écoutez Georges Marchais au début des années 80 dire que la situation économique était très difficile et que ça mettait en prise une partie du monde ouvrier français avec une partie de l'immigration et que les deux se retrouvaient malheureux l'un face à l'autre et qui disait qu'il fallait arrêter l'immigration. Et à l'époque, il était en cause le patronat, parce que c'est ça le problème, c'est que dans cette situation où dans le monde entier, on nous considère chaque être humain comme un corps interchangeable avec le corps des autres et qu'il y a un mépris complet de la dimension humaine avec toutes ses souffrances potentielles en lien avec l'identité culturelle, avec l'attachement avec une communauté de destin particulière, etc. Là, il y a eu un refus manifeste de prendre en considération. Pourquoi? Parce que ceux qui nous commandaient ne vivaient pas les conséquences de leurs actions. Il y a autre chose également. À partir du moment où vous n'avez pas de renouvellement des élites, et là je parle de la haute administration et de l'élite politique, ce qui se passe, c'est que, et c'est tout à fait humain, lorsqu'elles s'aperçoivent qu'elles ont fait des erreurs avec des conséquences extrêmement problématiques, comme nous le constatons, elles s'inscrivent dans une fuite en avant. Et aujourd'hui, nous le voyons, il y a quelque chose qui est surréaliste, c'est que, et ça explique que les Français sont dans une réaction épidermique, c'est que ce qui reproche aux élites de commandement en place, en particulier le cumul des mandats, qui les empêche de réfléchir de manière sérieuse à n'importe quel dossier. Moi, j'ai vu à l'intérieur du système politique de la haute administration, ils couraient partout. Ils ont tous 2 ou 3 fonctions à la fois, alors que pour un seul des problèmes, pour beaucoup, ils auraient été incapables de le traiter. Et aujourd'hui, que font les Français ? Ils donnent le pouvoir à des gens comme au Front National qui eux-mêmes, si vous prenez les têtes de liste, sont tous dans le cumul des mandats et donc dans l'incapacité de traiter. Donc on voit bien que malheureusement, nous avons raté le coche. Effectivement, sur l'immigration, c'est une évidence. Comment voulez-vous que la France parvienne à résorber la misère du monde? Michel Rocard l'avait dit en 91. C'est impossible. Comment voulez-vous il avait dit que la France devait aussi prendre sa part. Sa part de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la part? Quand vous voyez que la France, avec les difficultés que nous avons, économiques, plusieurs centaines de milliers de migrants rentrent chaque année, c'est tout simplement impossible. Donc c'est normal qu'il y ait de la désespérance, comme M. Delevoye en a parlé, et c'est normal qu'une partie des Français aussi soit dans le ressentiment. Et pour la part des enfants de l'immigration que vous mentionnez, M. Delevoye, effectivement, il y a une partie qui est venue en France pour l'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, et qui aujourd'hui se trouve en prise dans un certain nombre de quartiers, je suis bien placée pour le savoir, puisque au Haut Conseil d'intégration, c'est notre pain quotidien, se retrouvent avec la négation d'une partie de ces principes. Alors ces personnes issues de l'immigration, aujourd'hui, en ont assez également. Cet idéal républicain, est-ce qu'il se porte si mal qu'on le dit finalement, Jean-Paul Delevoye? Quand on voit les réactions qui ont eu lieu après les attentats de janvier, quand on voit aussi alors, les manifestations, je ne sais pas si on pouvait parler de patriotisme, enfin en tout cas
cas d'adhésion à un certain nombre de valeurs liées à la France. On peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est profondément inscrit chez les Français et qui fait que ces valeurs-là, elles existent, elles ne sont pas totalement absentes. Alors, j'attire votre attention qu'au mois de janvier, la classe politique était unie. La France était divisée. Ceux qui étaient pour Charlie, je suis Charlie, ceux qui disaient je ne suis pas Charlie, c'était bien mérité, etc. Au mois de novembre, c'était exactement l'inverse. La classe politique a été divisée et l'opinion était extrêmement unie. Elle reste d'ailleurs toujours soudée parce qu'elle a perçu dans sa propre chair la souffrance de voir sa jeunesse et sa culture touchées. Ce qui est assez fascinant, c'est que les gens du système ou qui veulent tout contrôler, on est dans un système dominant-dominé où les suzerains n'acceptent pas que le peuple secoue le trône. Or aujourd'hui, c'est sur les territoires que ces choses se font. Et sur les territoires, vous avez des phénomènes de générosité, de solidarité. Les jeunes ont parfaitement compris qu'on allait avoir moins d'argent et qu'il fallait être plus heureux avec moins d'argent. Donc comment passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement? Il y a une fertilité, il y a des idées, il y a des innovations, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des mariages mixtes, il y a des solidarités interculturelles et interculturelles qui sont extrêmement fortes. Mais il faut développer ces lieux de dialogue. Le vrai problème, c'est la France est aujourd'hui un pays qui préfère la jouissance du pouvoir qu'à l'exercice du pouvoir. Ça veut dire que la solution, elle ne passe pas forcément par le renouvellement des élites, mais plutôt par une autre façon de faire de la politique. Mais elle passe par la libération des initiatives des territoires. Moi, je crois que la faiblesse des États sera compensée par la force des territoires et que la faiblesse des appareils politiques, regardez d'ailleurs l'offre politique puisqu'on parle de ça, c'est une offre totalement hypocrite. Les gens ne sont plus sur des majorités d'idées, ils sont sur des majorités d'accords de conquête de pouvoir, à gauche comme à droite. Et donc les gens ont parfaitement compris ça. Et donc ils veulent se réapproprier, ils veulent être acteurs de leur propre destin. Ils ne veulent plus être fonctionnaires, ils veulent être entrepreneurs. Or le système veut qu'ils continuent à obéir. Les citoyens ne veulent plus obéir. Aujourd'hui c'est un acte de désobéissance citoyenne qui est en train de se manifester. Eh bien je crois que quand on donne au peuple les moyens d'être intelligents, ils sont intelligents. Aujourd'hui les peuples, les citoyens se réapproprient leur droit d'être intelligents et d'être acteurs. Malika Sorel, est-ce qu'il ne faut pas faire davantage confiance aux citoyens et imaginer une façon plus horizontale de faire de la politique plutôt que d'en appeler à des hommes ou à des femmes providentielles? Vous expliquez par exemple dans le livre que vous avez été pas mal déçu par Dominique de Villepin, d'où vous attendiez qu'il incarne peut-être ce renouveau du gaullisme. Finalement, quand on critique les élites, est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la critique et se dire que plutôt que de les renouveler, il faut totalement repenser la façon de gérer le pays et de faire de la politique? Il y a énormément de choses à entreprendre. Je ne pense pas, pour ma part, qu'il y ait une seule direction à mettre en chantier. C'est ce problème qui nous arrive est un problème considérable, et je le répète, que ce soit les Allemands, le Danemark, la Norvège, tout le monde, et la Belgique, nous le voyons, est frappé de la même chose, c'est-à-dire le fait que les gens ne veulent plus nécessairement vivre ensemble. C'est une réalité. Les gens ont tendance à ne pas reconnaître leur environnement et se cabrent. Moi, je suis persuadée, et comme l'a dit Albert Einstein, qu'on ne résout pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Donc la première des choses serait qu'il y ait une reconnaissance des erreurs qui ont été commises. Si ceux qui participent de la gestion du pays ne reconnaissent pas qu'ils se sont trompés, ça sera gravissime. Et je pense que pour ma part, je suis assez inquiète parce que je n'ai pas le sentiment que ça en prenne le chemin. Et j'en veux pour preuve, par exemple, vous en aviez discuté ici, il y a eu le rapport Thuot avec la refonte de l'intégration qui venait laminer la culture française. C'est une réalité, plus les 5 rapports qui étaient la traduction de ce rapport Thuot. Et aujourd'hui, ce que je lis, en date du 2 décembre, c'est que M. Macron confie une mission sur ces questions de nouveau à Thierry Thuot qui se moquait de l'attachement des Français à leur identité. Donc nous n'allons pas en sortir. Donc premièrement, reconnaissance qu'ils se sont trompés pour essayer d'aller de l'avant. Et aussi, j'aimerais qu'il y ait que les Français s'accaparent de nouveau, et ils l'ont fait de toute manière, mais là ils le font de manière, on sent bien qu'il y a une crispation extrêmement importante qui naît, mais j'aimerais aussi que les élites politiques cessent d'avoir peur de l'identité française, de son drapeau, de sa Marseillaise, de tout ce qui signifie être français, qu'on recommence à défendre la laïcité au jour le jour, et en particulier dans nos écoles. Manifestement, toutes les élites n'ont pas peur du drapeau, puisque François Hollande et le gouvernement demandaient à ce qu'on pavoise les murs de France au moment des commémorations des attentats du 13 novembre. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion qui nous fait couvrir un certain nombre de réflexions, mais qu'on continue à mener chaque jour dans cette émission. Un grand merci à Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer.
c'est-à-dire toute l'équipe du Grain à Moudre, émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son ce soir Marie Jaworski. Demain, un sujet qui devrait à nouveau vous intéresser, Malika Sorel. J'ai compris que vous étiez une auditrice fidèle de l'émission, puisqu'on va poser la question suivante. Très bonne émission. Faut-il un secret des sources pour les chercheurs en sciences sociales? Ce sera justement la suite de l'émission de la semaine dernière.